Je vais maintenant inviter pour faire le point, hein, évidemment, du sommet de Paris au sommet lillois, ce qui a vraiment changé. J'ai le grand plaisir d'accueillir Anne Bouvreau, qui me rejoint, ainsi que Julie Huguet et Bernard Sananès. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Venez, chères mesdames, messieurs. Il y a Bernard Sananès qui doit nous rejoindre également. Installez-vous. Ah, il est là, voilà. Installez-vous. Anne Bouvreau, on est ravis évidemment de vous avoir avec nous ce matin. Vous êtes l'architecte, l'une des grandes architectes en tout cas du sommet de Paris. Vous l'aviez dit après le sommet de Paris, plus on en parle et moins on a peur. Vous aviez senti qu'après le sommet, il y avait eu un sentiment de réassurance sur l'IA. C'est la même chose aujourd'hui pour vous. C'est important de continuer à en parler avec ce sommet de l'IA avec nous. Merci. D'abord, je suis ravie d'être ici et je suis ravie qu'il y ait un sommet sur l'IA et un sommet l'IA avec nous à Lille en continuation du sommet de Paris l'an dernier. Oui, je pense que l'intelligence artificielle, c'est tellement nouveau, c'est tellement rapide, il y a tellement de nouvelles capacités qui arrivent tous les jours que c'est extrêmement important d'en parler. C'est extrêmement important de comprendre concrètement les usages. C'est important de parler des risques, de parler du travail, de parler de la démocratie, de parler de l'environnement, de parler de l'impact sur l'information et la culture. C'est important aussi de parler des bénéfices. Par exemple, l'IA en santé, c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire et très positif. Et c'est important de montrer des cas d'usage et de se réunir pour en parler. Donc je suis ravie d'être ici et qu'il y ait ce sommet ici, l'IA, avec nous à Lille. Qu'est-ce qui a changé depuis le sommet de Paris? La course à l'IA, évidemment, elle se poursuit. On a l'impression qu'elle se poursuit, qu'il faut courir de plus en plus vite. Et voilà, qu'est-ce qui a changé depuis? Quel est votre sentiment? Depuis 18 mois, en fait, il y a de nouvelles fonctionnalités, capacités de l'IA qui sont apparues, auxquelles on ne pouvait pas encore penser. L'IA dans le développement informatique, ça s'est vraiment généralisé. Les agents IA, on n'en parlait pas il y a 18 mois. Le fait d'avoir des moteurs d'IA en cybersécurité qui sont très puissants, ça fait partie des capacités nouvelles de l'intelligence artificielle. Et ce qui s'est aussi passé en 18 mois, c'est qu'on utilise tous et toutes beaucoup plus l'intelligence artificielle pour tout un tas de cas d'usage. Donc c'est à la fois plus familier, à la fois quelque chose dont on parle au travail, dont on parle dans notre vie de tous les jours, et puis aussi nouveau, parce qu'il y a des nouveaux développements. Et puis, je ne peux pas ne pas dire ça, il y a vraiment une accélération de la course entre les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, et la grande question de que fait l'Europe et que fait la France. On le voit avec ces gigantesques introductions en bourse dont on parlera forcément, les milliards et les dizaines de milliards et les centaines de milliards qui sont mis dans l'intelligence artificielle aux États-Unis, c'est quelque chose qui forcément fait beaucoup réfléchir. Comment du coup on peut faire la différence? C'est la volonté politique qui fera la différence. On entendait l'Europe présenter son plan tout à l'heure avec Eeva Virkkunen. C'est ça qui peut changer la donne et faire que l'Europe restera dans la course, dans le peloton de tête en tout cas? Mais il faut d'abord avoir envie de rester dans la course et dans le peloton de tête. Il y a des raisons de qu'est-ce qui arriverait si on ne le faisait pas. Je pense qu'il y a d'immenses risques pour notre démocratie, pour notre culture, pour notre économie. Et il y a aussi le côté avoir envie de le faire, avoir des talents qui ont envie de lancer des startups, avoir des chercheurs qui ont envie de chercher, avoir des politiques qui comprennent le sujet et qui veulent le lancer. Je pense que les deux sont là. Il y a le côté crainte et puis il y a le côté envie. Et après, on ne peut pas y arriver tout seul. Donc il y a vraiment besoin de travailler. C'est ce que la ministre Anne Le Henaf mentionnait comme troisième voie. C'est ce que disait Eeva Virkkunen en parlant du plan européen. En s'alliant à plusieurs, en mettant en commun des talents, en ayant de la puissance de calcul au niveau européen, mais aussi très concrètement, localement, ici dans les régions Hauts-de-France. Ça fait partie des choses pour lesquelles je suis plutôt optimiste. Je pense qu'on peut avoir cette troisième voie de l'Europe en intelligence artificielle, mais ça ne se fera pas tout seul.
Ouais. Et en même temps, ce sommet, il s'ouvre aussi dans un contexte particulier. Si on regarde les journaux, c'est voilà, les derniers jours, enfin, des étudiants au pape, des États-Unis à l'Asie, il y a une grogne qui monte contre l'IA avec beaucoup de questions, d'inquiétudes. Donc ça, c'était différent. Ça n'existait pas au moment du sommet de Paris. Il n'y avait pas encore ce... Ah, je sais. Si, il y avait déjà pas une grogne, mais il y avait il n'y avait pas eu peur. l'encyclique du pape aussi. Il n'y avait pas eu l'encyclique du Il n'y a pape. pas l'encyclique du pape, mais qui a fait du bruit médiatiquement, Qui évidemment. a fait beaucoup de bruit. Mais indépendamment de ça, je pense que par rapport à il y a 18 mois, il y avait des craintes diffuses. C'était un peu, je sais pas, on s'en souvient pas, mais c'était l'époque où Elon Musk disait la moitié de l'humanité va perdre son job, ça ressemble au nucléaire. On entend plus ça, on entend plus mon type de métier à moi, en tant que traducteur, traductrice, graphiste, etc. Je vois les risques. Mon type de métier à moi, développeur informatique, ça change. On entend des inquiétudes plus concrètes face au sujet de démocratie, d'ingérence étrangère, vous l'avez déjà mentionné. On voit sortir les centres de données de terre et ça focalise un peu une image concrète de ce que ça peut être. Et donc ça suscite des questions plus spécifiques. Et face à des questions, qu'elles soient spécifiques ou larges, je pense que c'est toujours la même chose. Il faut en parler, il faut comprendre, il faut ouvrir les portes, il faut ne pas nier les risques, mais réfléchir ensemble aux réponses. Julie Huguet, merci Anne Bouvreau. Julie Huguet, vous êtes la présidente de la French Tech. On est très ravis d'être avec nous, directrice générale de la French Tech. On est ravis de vous avoir. La mission French Tech a tout de suite dit oui. Vous êtes partenaire également de ce sommet pour être présent ici dans ce sommet qui est ancré dans une région, à Lille. Est-ce que cela dit quelque chose aussi de votre vision de l'écosystème français de l'IA? C'est la tech, on m'a dit souvent, ah, tiens, un sommet quand même de l'IA avec de la tech en dehors de Paris, ça va pas être évident. Bon, on a réussi quand même à faire se déplacer beaucoup de monde. Donc, votre message, c'est ça aussi, de dire que la tech, elle est partout, dans toutes les régions de France. Oui, évidemment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être juste quelques mots sur la French Tech. Donc, la mission French Tech, c'est l'organisation publique. On est rattaché à Bercy, au ministère de l'économie et des finances. Et donc, notre objectif, c'est de créer des champions de la tech partout en France. Et pour y arriver, on a une petite particularité, c'est qu'on travaille main dans la main avec un réseau d'entrepreneurs investis partout sur les territoires, mais aussi à l'international. Donc, plus de 1100 entrepreneurs investis dans ce qu'on appelle les communautés, comme ici à Lille. Ce qui est intéressant, c'est que ce travail qui a été fait d'amener la tech et l'innovation dans les territoires, aujourd'hui, ça fonctionne. On a de nombreux exemples, comme par exemple Toulouse, qui est connue mondialement pour la Space Tech, Grenoble, qui est souvent classée pour la Deep Tech, montre qu'en fait, et c'est une particularité française, on a réussi à amener l'innovation, la technologie dans les territoires, ce qui nous permet de capitaliser sur les forces des territoires, sur les talents qui sont dans les territoires et sur l'histoire des territoires, comme on peut le voir ici aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que ce lieu l'incarne parfaitement. On réhabilite des friches industrielles pour en faire le haut lieu de l'innovation. Et ce n'est pas un hasard qu'ici, à Lille, on a plus de 700 startups. Ce n'est pas un hasard qu'on a des champions de la tech française comme Exotech, comme Vercor, qui est né à Grenoble et qui vient ouvrir à Dunkerque une gigafactory. Donc tout ça, ça s'est construit au fil des années, partout en France. Et aujourd'hui, sur les 18 000 startups qu'on a sur l'ensemble du territoire, 56% sont en dehors de Paris. Donc c'est le fruit d'un travail collectif qui a été mené ces dernières années. Ce type d'événement, un sommet, il y a eu le sommet de Paris, vous avez emmené une très belle délégation en Inde pour le sommet indien. Il y avait un beau partenariat franco-indien sur ce sommet. C'est un peu plus qu'un événement finalement, ça permet de faire émerger des choses, d'accélérer. Alors clairement, l'écosystème autour de l'intelligence artificielle s'est structuré et s'est vraiment développé depuis qu'on a eu le sommet d'intelligence artificielle en février dernier. Aujourd'hui, on a plus de 2000 startups de l'intelligence artificielle. Une fois de plus, partout dans les territoires, 44% d'entre elles se sont construites en dehors de Paris, notamment grâce aux 9 clusters qui ont été lancés partout en France, qui ont permis de sortir aussi des laboratoires, des projets partout sur le territoire. On est mondialement connu. Il faut se dire qu'on a la chance quand même. Paris s'inscrit notamment, et donc la France aussi, dans des classements comme Deal Room, derrière San Francisco, derrière New York, quand on parle d'intelligence artificielle. Donc on peut être fier de cet écosystème qui s'est construit. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des startups qui sont sur l'ensemble de la chaîne de valeur
de l'intelligence artificielle. Parce que si on veut créer des champions, si on veut avoir des applications, il faut qu'on ait aussi toutes les infrastructures en amont, les infrastructures, les semi-conducteurs, les modèles fondamentaux. On est un des rares pays à avoir des modèles comme Mistral sur les LLM, comme Amilab, comme H-Company sur le computer use, Gradium aussi sur tout ce qui va être l'IA vocale. Et donc ça, c'est une particularité, une force de la France qui est très rare. Et aujourd'hui, on voit bien que du coup, c'est ce qui nous permet d'avoir des applications dans des domaines dans lesquels on a besoin de souveraineté, des domaines clés comme la santé, tu le disais Anne, dans lesquels on a des exemples concrets. On va jusqu'à sauver des vies grâce à l'intelligence artificielle, donc dans la détection de maladies. Ça peut être, par exemple, je pense à InEmotion avec les airbags qui utilisent l'IA. Ce sont des airbags pour protéger les motards, les sportifs, etc. Ils sauvent des vies tous les ans. On a des applications qui sont assez incroyables. Donc la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est surtout qu'est-ce qu'on va faire de cette intelligence artificielle et quel ROI on va aller chercher. C'est ce que vous dites généralement, je voyais dans les interviews, l'intelligence artificielle, c'est bien sûr ces startups, la tech, mais c'est des usages au quotidien aujourd'hui. Et c'est ces solutions que proposent finalement nos startups. C'est dans le quotidien des Français. Exactement, c'est déjà dans le quotidien des Français. Je vois qu'on a H-Company dans la salle. Typiquement, ils étaient en Inde aussi. Ils ont déployé leurs agents dans les hôpitaux pour contribuer à réduire le temps d'attente dans les urgences. En fait, c'est tout ça qu'on peut construire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est là pour résoudre des problèmes de société, elle est là pour résoudre des problématiques, pas uniquement pour gagner 15 minutes de temps par jour chez un collaborateur dans une entreprise. On a peut-être commencé par ça, mais aujourd'hui, la question, c'est comment on veut l'utiliser pour vraiment changer finalement nos entreprises, notre manière de vie, notre quotidien. Et ça rentre dans la vie des Français, évidemment. Et ça permet de faire de la pédagogie aussi, justement, quand on explique les cas concrets, les cas d'usage précis. Vous aviez parlé justement de champions nationaux, c'est l'objectif, j'imagine, de faire pousser et faire sortir des grands champions. Je pense qu'on parlait en préparant de 4 ou 5 champions, c'est ça, il nous en faudrait 4 ou 5 des grands champions. On a Mistral, évidemment. Je pense qu'on est ambitieux, on en veut évidemment plus. Il y a toujours cette question de souveraineté qui est dans toutes les bouches. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut avoir des alternatives européennes, françaises, mais surtout européennes, aux géants mondiaux qui sont en train de se créer aux États-Unis et en Chine. Et pour ça, il faut effectivement qu'on fasse émerger des entreprises, mais surtout qu'elles arrivent au stade de ces champions. Et pour ça, il faut qu'on travaille sur plusieurs axes. Le premier, c'est la commande. Il faut absolument qu'on débloque la commande publique et privée, qu'on la flèche vers nos startups. Si on veut être autonome, si on veut avoir des champions, il faut qu'ils arrivent à grossir très vite. Et aujourd'hui, c'est peut-être là où on a encore du travail. Les solutions, elles existent, elles sont françaises, j'en ai cité plein avant, mais il va falloir qu'on les aide à accélérer encore plus vite. Donc il y a évidemment l'adoption. Donc la commande. Il y a évidemment l'aspect financier. Il faut qu'on débloque de plus en plus de fonds, qu'on investisse massivement sur nos futurs champions. Et la troisième clé de succès, c'est aller très vite à l'international. Le marché français est beaucoup plus petit que le marché américain, donc évidemment, il ne suffit pas. Donc il faut que nos entreprises partent tout de suite à l'étranger et qu'on soit en capacité de créer des alliances avec des pays avec lesquels on a envie de travailler. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, la période est propice à ça. On en parlait d'ailleurs ce matin, Anne, dans la voiture. Mais c'est vrai qu'on est nombreux à vouloir avoir des solutions souveraines et donc on crée des alliances en Europe évidemment, mais pas que. On était en Inde donc pour le sommet de l'intelligence artificielle. On voit bien que le Canada a aussi envie de s'allier avec nous. Je pense à l'Amérique latine, les pays du Golfe. J'étais récemment aussi en Corée, au Japon, où j'ai pu visiter, par exemple, je repense au centre de recherche LAIST, dans lesquels les chercheurs français travaillent avec les Japonais sur la construction de notre futur en termes de robotique, en termes de quantique, en termes d'intelligence artificielle. Et donc tout ça, c'est en train de se construire maintenant, et c'est ça qui fera qu'on aura nos champions de confiance finalement, avec qui travailler. Anne Bouvreau, peut-être sur justement ce côté, les financements, c'est aussi le carburant de tout ça, dans un contexte budgétaire, j'allais dire restreint, très contraint plutôt. Comment on fait ? C'est quoi les solutions ? Eh ben, il y a Enna Virkkunen en parlait, ces plans de financement pour les AI Factories et les Gigafactories. Et ça fait partie des
des plans qui sont des plans européens, qui sont financés en grande partie par l'Europe et en partie par les États membres. Donc ça fait partie des choses qui nous donnent une ligne d'avancée et de flottaison. Il y a aussi de plus en plus de fonds d'investissement dans l'innovation au niveau français, mais aussi au niveau européen. C'est très important d'avoir des fonds comme Scale Up Europe. Il n'y en a pas encore assez, mais il faut de plus en plus de financement pour pouvoir financer nos champions avec de l'argent européen et pas forcément toujours avoir besoin d'aller aux États-Unis. Et puis, il y a de l'argent privé et on le voit avec les montants extrêmement impressionnants d'investissement dans les centres de données, notamment dans la région Hauts-de-France, mais aussi plus largement. Il y a de l'argent privé qui est prêt à venir investir dans les talents, dans le foncier, dans l'électricité décarbonée, dans un certain nombre d'atouts que nous avons en France. Alors c'est marrant parce que nous, là, c'est notre message, on est déterminés à accélérer, on a toute l'énergie en tout cas et la détermination pour le faire, et en même temps, et ça peut poser question, on a des géants comme Anthropic, donc pour ceux qui ne voient pas exactement Anthropic, c'est le créateur de Claude, qui dit, il y a quelque temps là dans les journaux, il faut appuyer sur pause. Est-ce que tout ça est réaliste et qu'est-ce qui se cache derrière ce type de déclaration quand en même temps sa valorisation en bourse a triplé pour atteindre 900 milliards de dollars. Donc quand on dit 900 milliards de dollars, il faut appuyer sur pause. Ça pose question. C'est un discours récurrent du côté de Dario Amodei d'Anthropic, mais également d'autres de ces acteurs américains dans le domaine de l'IA. Et je pense qu'ils sont sincèrement convaincus de ce qu'ils disent, mais il y a ce côté, c'est tellement dangereux, c'est tellement puissant, on est tellement les seuls à être en contrôle de ça qu'on va vous montrer qu'on est responsable et on va demander une pause. Et d'ailleurs, du coup, ça évitera que d'autres nous rattrapent. Donc, il y a un mélange de sincérité, de marketing et de volonté de garder de l'avance, hein, je pense, là-dedans. Merci à toutes les deux. Si vous voulez, ça va vous intéresser. On va voir justement aussi concrètement dans les chiffres ce qui a changé finalement ces quelques derniers mois. En tout cas, le rapport des Français à l'IA. On a réalisé pour ce sommet en exclusivité, et on va vous le présenter maintenant, un sondage avec Elab. Donc c'est Bernard Sananès, son président, qui va vous le présenter aujourd'hui. Merci d'être avec nous, cher Bernard. Alors, on va donc voir finalement ensemble. Alors, je ne sais pas si on peut passer vos slides. Vous avez le retour, voilà, vous avez votre retour juste ici. Et on va voir d'abord les grands enseignements. Vous aurez la possibilité de découvrir en ligne la totalité du sondage ainsi qu'auprès de nos partenaires médias. Mais on va voir ici ensemble les grands enseignements de ce sondage. Alors, où en est-on, Bernard? C'est la première question. Dans l'adoption de l'IA par les Français, l'usage est déjà majoritaire. C'est ce que disait Anne Bouvreau. Tout à fait. Je vous réponds tout de suite, Fanny. Mais avant, je voudrais dire une chose. Pour le modeste observateur que je suis de la société française, qui présente souvent plus et beaucoup plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles, c'était un plaisir de réaliser cette étude. Non pas parce qu'elle montrerait un optimisme béat, ce n'est pas ça la tonalité de l'opinion, j'allais dire plutôt un optimisme raisonné par rapport à l'IA. Alors cet optimisme raisonné, il s'accompagne évidemment d'une vitesse exponentielle de l'augmentation des usages, comme on en a, je crois, je parle sous contrôle des experts rarement connus. On était à 40% des Français en 2025 qui disaient qu'ils utilisaient régulièrement l'IA. Les données sont toutes fraîches, le sondage a été réalisé la semaine dernière. À 6 Français sur 10 qui disent l'utiliser, dans le détail, 4 sur 10 au moins chaque semaine. Donc on voit bien que c'est une utilisation régulière. Pour autant, et Bruno Bonnell l'évoquait tout à l'heure, il ne faut pas se tromper, il y a ce risque de fracture. Peut-être que cette fracture va s'amenuiser avec le temps, comme ça a été le cas avec Internet, mais il y a ce risque de fracture. On le voit là, fracture générationnelle, évidemment, j'allais dire c'est celle qui était la plus attendue, fracture sociale, c'est un risque aussi, et puis fracture territoriale, et on parle ici évidemment
dans une région qui se bat pour son identité, sa reconnaissance, c'est vrai que la question territoriale était évidemment très importante. C'est 71% des habitants des grandes métropoles, 57% en gros. Donc il y a un décalage sur le territoire. Alors pour ceux qui l'utilisent, pour ces Français qui l'utilisent, 6 Français sur 10, à quoi sert l'IA et en quoi elle leur est utile dans leur quotidien? Alors il y a 100 ans, on aurait sans doute parlé d'un immense couteau suisse. Là, on voit bien que l'IA est devenue un véritable compagnon du quotidien. Vous verrez dans l'enquête, pour ceux qui iront la lire, un nombre de verbatim. On voit que les usages peuvent passer de se renseigner pour le bricolage, se renseigner pour ses vacances, se renseigner pour un anniversaire, m'aider à faire un message pour souhaiter un bon mariage à ceux qui vont à la mairie. On voit bien qu'il y a ces utilisations, j'allais dire, du quotidien. Mais il y a une utilisation qui nous a apparu très intéressante, alors qu'il faut mettre en phase avec ce que l'on observe dans la société française et dans les autres grandes démocraties depuis le Covid, c'est bien sûr la préoccupation pour sa santé, son bien-être, le sport. 4 Français sur 10, et ce chiffre atteint les 3 quarts des jeunes, 4 Français sur 10 ont déjà consulté l'IA pour un complément de diagnostic, pour un conseil médical. Et on voit bien que ça dit quelque chose de la manière dont on veut reprendre en main sa santé. Je ne parviens Surtout pas... les jeunes, 75% des 18-34 ans, c'est assez incroyable. Comme vous dites, ça montre que les Français veulent reprendre en main leur santé quelque part aussi avec l'IA. C'est très net. Et puis il y a le sujet du travail, évidemment. Là aussi, dans le travail, dans les études, l'IA est perçue pour faciliter la vie. Elle est conçue comme un vecteur qui permet d'améliorer la productivité et l'efficacité, mais aussi de renouveler l'intérêt du travail, et ça je trouve que c'est assez intéressant de le noter, au point d'être identifié comme une future compétence centrale pour 7 Français sur 10 sur le marché du travail. Un dernier chiffre sur cette partie qui me semblait intéressant, un utilisateur quotidien sur 5, 20% donc à peu près, la juge indispensable. Et je trouve que ce chiffre dit que pour l'instant, on évite, pour l'instant peut-être, soyons vigilants, le risque de dépendance de gens qui seraient accros à l'IA. Mais on verra comment ça évolue. Oui, ça, je pense quand même qu'on est en train quand même de devenir... On a le réflexe naturel de solliciter de plus en plus son IA. Mais effectivement, un utilisateur sur 5, c'est encore assez mesuré sur cette addiction. Est-ce qu'on peut parler donc d'une adoption heureuse dans le sondage, cher Bernard? Moi, je parlerais plutôt d'une adoption optimiste, d'une adoption raisonnée, d'une adoption mesurée. Les Français voient bien les risques, ils les identifient. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on identifie assez bien les bénéfices collectifs comme les bénéfices individuels. On vient de parler des bénéfices individuels. Les bénéfices collectifs, par exemple, contribuer au dynamisme et à la croissance des entreprises. La simplification, c'est un combat mené par beaucoup de politiques. La simplification pour les démarches administratives, l'accélération des démarches vis-à-vis des services publics nationaux ou locaux. Là, il y a un immense espoir, peut-être parce qu'on a tellement entendu parler de simplification qu'on se dit cette fois-ci, on va pouvoir y arriver. Et puis, on identifie aussi très bien les risques. Ces risques qui ne sont pas négligeables. On a une majorité de Français qui pensent que ça va détériorer le marché de l'emploi, avec une inquiétude sur beaucoup de métiers, non pas que ces métiers soient supprimés, mais que ces métiers soient profondément transformés. Alors, il y a des métiers classiques dont on parle beaucoup dans les risques de transformation de l'emploi. Je ferai un petit zoom sur 2 métiers qui m'ont semblé intéressants. Là aussi, vous le verrez dans l'étude. Interrogation sur comment le métier d'enseignant sera transformé demain. Et puis, bien sûr, ce sujet a été évoqué tout à l'heure, la question de la création et du droit d'auteur. On voit là qu'on a près de 4 Français sur 10 qui sont déjà sensibilisés à cette question. Inquiétude aussi sur le travail en équipe. Est-ce qu'on va pouvoir, dans la relation avec son manager, dans la relation avec ses collègues, continuer à travailler en équipe, ou est-ce que l'IA ne va pas contribuer à de plus en plus d'individualisation? Là, on voit bien qu'il y a enfin ce risque qui est beaucoup plus perçu par ceux qui ont un usage encore distant de l'IA. On va dire que l'usage diminue la perception du risque. Alors, quelles sont les attentes, donc, du coup, pour faire de l'IA une vraie chance des Français? Vous avez posé cette question dans le sondage. Quelles sont les attentes? Alors, vous le voyez ici, et je crois que c'est assez clair. Il y a d'abord des attentes sur les données.
c'est cette crainte sur la fuite, l'utilisation, la marchandisation de nos données, elle ne vous surprendra pas. Oui, ça c'est le gros frein, hein. Quand on utilise l'IA, on se dit attention, voilà. Où vont mes données, où vont les notes que je partage. Exactement. Voilà. Et donc ça, c'est assez partagé. Deuxièmement, garder l'humain aux commandes. Vous parliez de l'encyclique du pape. Si elle a eu cet effet dans la société, au-delà même des sphères habituelles, c'est qu'on voit bien que cette question de l'humain dans la décision finale, nous ont dit les personnes que nous avons interrogées pour la région de France, l'humain dans la décision finale, qu'il s'agisse d'une décision médicale, qu'il s'agisse d'octroyer un crédit, évidemment l'humain est décisif. Et puis troisième point, lutter contre les effets pervers, la désinformation, les usages négatifs. Deuxième demande, l'enjeu c'est de faire pour lutter contre le risque de fracture, que l'IA soit érigée, et je crois que c'est un combat, une préoccupation du président Xavier Bertrand, comme un savoir fondamental, qu'il soit intégré à l'école, au cursus scolaire. C'est important. 7 Français sur 10 souhaitent que l'IA soit intégrée au cursus scolaire. Oui, c'est un chiffre qui effectivement ne prête aucune discussion. On considère que ce sera demain une matière fondamentale. Deuxième point, l'aspect encadrement, régulation. Les Français que nous avons interrogés partagent l'idée qu'il faut une régulation, pas une régulation qui encadre tout. Ils sont assez partagés avec l'idée d'une régulation qui permette quand même d'avancer. Mais en tout cas, ils ne conçoivent pas l'univers de l'IA comme un univers qui serait auto-administré ou alors vécu comme une jungle pour certains. Et puis enfin, dernier point, la question de la souveraineté. C'est une question majeure dans le débat politique français, dans le débat national. On voit bien que là aussi, sur la question de l'IA, la souveraineté, qu'elle soit française ou européenne, est érigée en préalable. Et ça, peu importe l'âge ou l'électorat, c'est très consensuel. Très consensuel pour l'ensemble des Français. Alors, et ça, c'est le dernier enseignement qu'on a voulu mettre en avant, parce qu'il est important quand même, on est à 1 an d'une élection présidentielle, une donnée marquante sur la question de la démocratie et de la politique. Ce chiffre est assez dingue. Bernard, quand même. Oui, vous avez raison, c'est effectivement le chiffre qui nous a le plus surpris quand on a partagé les résultats de cette enquête. Les campagnes précédentes ont vu l'émergence des réseaux sociaux. La campagne de 2027, incontestablement, va voir l'arrivée en masse de l'IA, à la fois pour rechercher les programmes, à la fois pour benchmarker, pour comparer. Certains vont évaluer les propositions, d'autres vont même demander à l'IA pour qui voter. Tant qu'on ne le demande pas au sondage, moi, tout me va bien. Mais c'est clair que... C'est les jeunes surtout, 30%. Oui, mais ce n'est pas que les jeunes. Ce n'est pas que les jeunes. En tout cas, cette IA compagnon du quotidien, elle sera un compagnon de la campagne électorale avec tous les risques. Évidemment, si on reboucle avec ce qu'on a vu précédemment sur la désinformation, sur les risques d'une IA qui serait contrôlée par certains, évidemment, là, c'est un sujet de vigilance très important pour l'utilisation de l'IA dans la période politique qui va s'ouvrir. Les candidats doivent parler aux électeurs, mais aussi aux IA, aux algorithmes aussi au LLM. Ouais. Voilà, au LLM, ouais, voilà, tout à fait. Un grand merci en tout cas pour ce sondage qui vous est présenté, cher Bernard, en exclusivité par l'Institut ELAB aujourd'hui. Il a été réalisé pour le sommet de l'IA avec nous de Lille et il vous sera présenté, il est partagé évidemment à la presse et on vous le partage dans son intégralité sur notre site internet, bien évidemment, IA avec nous, ainsi que les vidéos de notre grand témoin, on ne l'a pas salué tout à l'heure, de notre grand témoin fil rouge, Philippe Aghion, prix Nobel 2025, qu'on retrouvera tout au long de cette journée et que j'ai le plaisir d'interviewer et qui a à chaque fois pour les différentes séquences un message à vous adresser. En tout cas, un grand merci très chaleureux à Anne Bouvreau et à Jules Huguet. Merci encore, cher Bernard. Merci d'être avec nous. C'était important pour nous, symboliquement, Anne Bouvreau, que vous puissiez passer le relais à Lille aujourd'hui. Et vous avez été en quelque sorte également l'architecte de ce sommet lillois puisque vous avez participé activement également à sa préparation aux côtés du président Xavier Bertrand.